Pablo Escobar. Un nom qui résonne à la fois dans l'histoire du crime et dans l'histoire tout court. C'est l'homme qui a fait de la Colombie la capitale mondiale du trafic de cocaïne, devenant ainsi la figure la plus notoire de l'univers criminel. De l'enfant grandi dans un petit village d'Antioquia, en Colombie, au plus grand baron de la drogue de tous les temps, la vie d'Escobar fut un parcours d'ambition démesurée et de criminalité méthodique. Dès sa jeunesse, Pablo se distinguait. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il deviendrait un jour président de la Colombie. Ce n'était pas un simple rêve de gosse, mais bel et bien le point de départ d'un plan délibéré, visant à s'emparer de tout ce qui se trouvait à sa portée. Escobar commença sa carrière criminelle en volant des pierres tombales pour les revendre, puis il élargit ses activités au trafic et au recel de voitures volées, ainsi qu'à différentes exactions qui lui ont permis de constituer son premier capital. La découverte de la cocaïne fut néanmoins la charnière la plus déterminante de sa vie. Dans les années 1970, il s'aventura dans le marché de la drogue, et, après avoir découvert la cocaïne, son existence bascula définitivement. Rapidement, il mit sur pied le cartel de Medellín, qui régna sur le commerce mondial de la cocaïne, se transformant en la force principale d'un empire illégal, ayant fait de lui l'un des individus les plus riches et les plus redoutés de la planète. Or, derrière cette puissance et cette grandeur se cachent des aspects plus sombres, plus fascinants encore, que beaucoup ignorent au sujet de Pablo Escobar. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons 7 choses susceptibles de vous étonner au sujet de ce personnage. Au centre des discussions d'hier et d'aujourd'hui, toujours source de légendes et de récits. Premièrement, une emprise sur le marché mondial de la cocaïne. À l'apogée de sa domination, Pablo Escobar contrôlait près de 80% du marché mondial de la cocaïne, incarnant un nom semant l'effroi chez tous ceux qui traitaient avec lui. Mais comment un homme parvient-il à ce degré d'influence? Comment a-t-il traversé frontières et océans pour faire de la cocaïne un produit vendu partout? Imaginez 15 tonnes de cocaïne par semaine arrivant de Colombie vers les États-Unis sous son autorité. Ces chiffres ahurissants dépassent l'entendement, décrivant un empire criminel écrasant les économies officielles. Il ne s'agissait pas seulement d'un trafic, c'était un système complexe d'alliances et de réseaux conçus par Pablo, lui conférant plus de pouvoir que les gouvernements qui tentèrent de l'anéantir. Cette suprématie n'avait rien du hasard. Elle était le fruit d'une planification tactique et d'une maîtrise absolue de chaque maillon, depuis la culture de la feuille de coca jusqu'à la distribution à Miami et à New York. Deuxièmement, une fortune colossale. La richesse de Pablo Escobar fait l'objet de débats et de légendes depuis longtemps. Forbes évalua son patrimoine à environ 30 milliards de dollars, ce qui faisait de lui l'un des hommes les plus riches de la planète à l'époque. Mais ces estimations sont-elles exactes? Son fils lui-même s'en moquait, assurant qu'elles étaient bien en deçà de la vérité. En réalité, son cartel engrangeait 420 millions de dollars par semaine, soit 60 millions par jour. Des sommes qui dépassent toute imagination. Songez qu'il dépensait 25 000 dollars par mois uniquement pour des élastiques, servant à maintenir ses liasses de billets. Pis encore, il perdait pas loin d'1 milliard de dollars par an à cause de facteurs naturels. Les rongeurs grignotèrent les billets ou l'eau les endommageait. Dans un épisode célèbre, Escobar brûla 2 millions de dollars pour réchauffer sa fille pendant qu'il fuyait les autorités. Sa fortune reflétait l'existence d'un empire de cash et d'influence. Et pourtant, malgré cette force financière, quelle était sa plus grande frayeur? Troisièmement, plata au plomo. Malgré toute sa richesse et son ascendant, la hantise principale de Pablo Escobar était de se faire extrader vers les États-Unis. Cette crainte le tourmentait plus que tout. Il offrit même au gouvernement colombien de régler la dette nationale, se chiffrant à 10 milliards de dollars à l'époque, rien que pour se soustraire à l'extradition, lui et les autres trafiquants. Face au refus de l'État, sa guerre contre celui-ci s'intensifia. Son slogan « Plata o plomo », argent ou plomb, est devenu un emblème décrivant sa manière de résoudre les conflits. Soit il achetait la loyauté, soit il exécutait. C'est ainsi qu'il glaça le sang de la Colombie entière, en organisant l'assassinat de candidats à la présidence, de ministres de la Justice et de plus de 1000 policiers. On l'accusa même, en 1989, d'avoir fait exploser un avion qui transportait un potentiel informateur, tuant une centaine de personnes. La puissance d'Escobar ne reposait pas uniquement sur l'argent, mais aussi sur sa faculté de déstabiliser un pays et de faire trembler la planète, rien qu'en prononçant son nom. Quatrièmement, un jet privé pour rapatrier l'argent. Dès lors que son magot atteint des hauteurs inconcevables, Pablo Escobar se trouva face à un nouveau problème. Comment rapatrier tout cet argent en Colombie? Face aux difficultés, sa créativité n'avait pas de borne. Il acquit un Learjet, moyen rapide et sûr de transporter ses liquidités immenses. Cet avion pouvait convoyer jusqu'à 100 millions de dollars par voyage,
constituant la pierre angulaire de ses opérations de contrebande. Pour rendre l'ensemble du dispositif plus fluide, il s'offrit une île située à mi-parcours pour faire escale et faire le plein de carburant. Mais ce n'était pas qu'un simple moyen de transport. Escobar transforma l'île en un paradis secret, réservé à lui et son cercle criminel, où il pouvait jouir d'instants loin des autorités. Cinquièmement, Hacienda Naples, empire du luxe. Quand il est question de luxe et de faste, Hacienda Naples se place au-delà de tout entendement. Escobar n'était pas juste un caïd de la drogue, il régnait comme un monarque dans son fief personnel. Ce domaine, qu'on estime à 63 millions de dollars, couvrait 20 km² entre Bogota et Medellín. Bien plus qu'une maison, c'était un royaume abritant un stade de foot, des reproductions de dinosaures, des lacs artificiels, une arène pour la corrida et même un court de tennis. Le terrain accueillait aussi un zoo avec toutes sortes d'animaux exotiques venus des 4 coins du globe. On raconte qu'il avait déboursé 1 million de dollars afin de dresser des grues de l'Himalaya à rester dans le même arbre. Mais l'opulence n'était pas confinée à une unique propriété. Escobar possédait plus de 800 maisons et villas en Colombie et ailleurs. Hacienda Naples n'était donc pas qu'un simple domaine, mais un étendard de la richesse et de l'autorité hors pair d'Escobar. Sixièmement, la cathédrale, la prison de luxe. En 1991, Pablo Escobar fit une proposition au gouvernement colombien. Il se rendrait à condition de construire sa propre prison. Un tel accord n'avait rien d'étonnant pour Escobar, qui négociait souvent à ces conditions. Au lieu de le placer dans un pénitencier traditionnel, il éleva ce qu'on surnomma la cathédrale, plus proche d'un palace que d'une geôle. Cette prison privée abritait une boîte de nuit, un sauna, une cascade et même un terrain de foot. Elle était dotée des meilleurs appareils de télécommunication, téléphone, ordinateur, fax, etc. Cependant, malgré ce cocon luxueux, Escobar conserva son tempérament violent. Après avoir torturé et tué 2 membres du cartel en ces lieux, les autorités décidèrent de le transférer dans un centre plus classique. Mais avant qu'elles y parviennent, Escobar s'évada en juillet 1992, ouvrant un nouveau chapitre de cavale et de traque. Septièmement, la mort d'Escobar et la fin d'un empire de terreur. Après son évasion de la cathédrale, l'État colombien, épaulé par les États-Unis et des cartels rivaux, lança une gigantesque chasse à l'homme pour appréhender Pablo Escobar. Le 1er décembre 1993, il fêtait son 44e anniversaire, dégustant gâteaux, vin et marijuana. Le lendemain, on localisa enfin sa planque à Medellín. Quand les forces de police firent irruption, Escobar tenta de s'échapper avec un garde du corps via le toit. Au terme d'une course-poursuite et d'un échange de tirs, il fut abattu. Pourtant, certains sont convaincus qu'il préféra se tirer une balle plutôt que de se faire capturer. Il disait « Je préfère 1000 fois une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis ». Avec la mort d'Escobar, s'acheva une ère de terreur et de chaos dont le monde se souviendra longtemps. Partagez en commentaire la révélation que vous découvrez pour la première fois au sujet de Pablo Escobar, et si vous aimeriez un second épisode sur ce thème. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine vidéo.